Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Si tu es concerné par ce podcast, si tu te reconnais dans mes épisodes et si tu as envie de retrouver ton peps, d'enfin sortir de cette situation et de remonter la pente tout simplement, si tu te rends compte que toute seule tu n'y arrives pas et que tu as besoin d'être accompagnée, réserve ta séance de coaching offerte. On prendra le temps de parler de toi, de ce que tu affrontes en ce moment et on verra ce que tu peux mettre en place et si je peux t'aider. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors aujourd'hui, je reçois Sarah de Les Pas Petits qui va nous parler de son burn-out. Donc c'est une nana que j'ai rencontrée dans un groupe d'entrepreneurs qui s'appelle le Gang des Lilloises. Et tu verras que sa version du burn-out, elle est... on en a déjà parlé en réalité, mais elle insiste sur le fait que ce n'est pas toujours une question de surcharge de travail, mais c'est souvent une question de valeur et donc d'alignement. Bonjour à tous, moi c'est Sarah, j'ai 34 ans et je suis maman de 2 petites filles, Romane et Olivia, qui ont 4 ans et demi et 2 ans. Je travaillais avant dans l'agroalimentaire en marketing et j'ai vécu dans pas mal de pays, notamment au Vietnam, en Turquie et récemment on est revenu dans le nord de la France où je continue mon travail. Au Vietnam, t'as vécu longtemps, 3 ans, ouais. Et c'était comment? Super bien. Franchement. C'était chouette. T'as le retour ici. Et 5 ans en Turquie, donc 8 ans à l'étranger. J'ai rencontré mon mari qui est français au Vietnam. Et t'as eu tes enfants là-bas? Romane est née en Turquie, ouais, à Istanbul. Franchement, c'est super intéressant quand même parce que ça ouvre pas mal l'esprit de voyager, de vivre ailleurs. C'est clair. Et quand tu dis agroalimentaire, c'était quoi ton poste? Tu faisais quoi? Moi, j'étais en marketing dans une société qui fabriquait des produits agroalimentaires. Donc, j'avais pour mission de les vendre. Et je gérais plein de pays, j'avais des équipes, j'étais hyper opérationnelle. Et je dirais que le ressenti de burn-out, il n'est pas du tout arrivé à l'étranger, il est arrivé en retour en France. C'est quoi, il y avait plus de pression ou justement parce qu'il y avait moins de... est-ce qu'on peut rappeler ça de l'exotisme ou du folklore? En tout cas, il y avait moins de découvertes. Alors, il y avait moins d'opérationnel. Okay. Et moi, ce qui me fait vibrer, c'est le terrain, les rencontres, l'action. Ouais, c'est ça. Beaucoup plus politique et stratégique, et je suis pas comme ça. Et donc, une de mes missions, c'était de prendre le café avec les gens pour écouter, comprendre, décrypter, être un petit peu l'oreille de mon chef, et c'est pas quelque chose qui me plaisait. Éclaireur, quoi. Ouais. Et donc un peu perdue dans mes missions en retour de France, où voilà, c'était pas mère-père, j'acceptais le challenge, mais c'était pas mère-père. Accessoirement, problème de santé, j'allais mieux, mais envie de profiter aussi de ce renouveau de la vie, et enceinte. Des enfants en plus. De ma deuxième. Et donc je pense que c'est un peu ce mélange de tout qui a fait que je me suis sentie mal dans mon job et pas à ma place en tout cas. En fait, ça te correspondait plus, quoi. Ça me correspondait plus, ça correspondait plus à mes envies et je sais pas, j'ai jamais demandé un avis médical sur ce burn-out, c'est moi qui l'identifie comme tel. Je trouvais que je correspondais pas non plus à mon chef, donc il était déçu. Et on est arrivé dans un engrenage où moi j'étais déçue de lui il était déçu de moi et on n'était pas du tout bien. Et moi ça me faisait perdre confiance en moi au fur et à mesure de cette relation qui était plutôt pour moi nocive, qui n'a pas duré très longtemps du coup parce que je me suis sentie très mal très vite. Et donc du coup j'ai envoyé plein de signaux, je pense, aux gens autour de moi. Ça va pas, ça va pas. Ton attitude elle change, oui. Ta façon d'être elle change parce que t'es pas bien dans ta peau, t'es tellement pas en phase avec toi-même que oui, ça se ressent. On le dit aujourd'hui, quand t'es aligné tu rayonnes, et quand t'es désaligné, pareil, t'es pourri et les gens s'en rendent compte. Et donc du coup je pense que de fil en aiguille, tout le monde s'en est rendu compte et ils m'ont bien rendu service en me disant je pense que on devrait arrêter. Et ça avait déjà fait beaucoup de dommages sur ma santé, je pense, psychologique et émotionnelle et physique. Du coup, quel soulagement quand c'est arrivé de se séparer en fait. Mais c'était dur pour moi parce que c'était plus de 10 ans dans la même société,
avec des super missions, un épanouissement professionnel au top. Mais comme quoi, un management différent, une vie personnelle qui change, ça fait un burn-out qui arrive. Non mais vois le décalage quoi. Toi t'étais partie pour sillonner le monde, découvrir des cultures. Non mais c'est vrai, t'étais dans la découverte, dans la culture de A à Z du matin au soir, du jour au lendemain t'arrives dans le Nord, où tu te retrouves à faire de la politique et j'imagine t'as peut-être essayé de changer de poste, un truc comme ça. Non, en fait, je pense que j'ai pas essayé parce que je venais de commencer cette mission. Okay. Je me suis donnée corps et âme dans cette mission, mais j'aurais dû dire tout de suite ça me correspond pas. On m'avait prévenu, on m'avait dit que c'était un poste compliqué, avec un management compliqué. Donc j'étais attendue, les gens le savaient, je remplaçais quelqu'un qui était parti en burn-out. Ça n'a pas fait tilt. Non, mais je me suis dit je suis costaud, je connais le management, je connais la boîte, je vais y arriver. En fait non, parce que je me suis trop donnée personnellement aussi dans le truc et que c'était peut-être aussi un moment de ma vie où j'avais envie d'être écoutée en tant que maman qui voulait allaiter. Alors j'empiétais pas du tout sur les horaires, mais je sentais que ça gênait. Et puis j'avais envie d'être là pour mes enfants et on m'en donnait plus l'opportunité. Moi j'avais perdu cette autonomie à l'étranger que j'avais, où je faisais mes semaines comme je le voulais. Et j'avais un bon équilibre, je partais beaucoup en déplacement, mais quand j'étais à la maison, je les voyais, ça m'allait. Et là en fait, perte de repères complet, ça allait plus quoi, ça a fait des étincelles et voilà. Surtout si l'indépendance elle est importante pour toi et que du jour au lendemain tu te retrouves finalement un peu emprisonné dans des horaires bien précises et tu dois être là. Et qu'on fasse pas confiance là-dessus, je trouve que c'est quand on a fait ses preuves plus de 10 ans dans la société, et qu'on fasse pas confiance sur un peu de télétravail, un peu d'autonomie. En fait, c'était au-delà de ma tolérance vis-à-vis de mes valeurs et tout ça. Donc ça, je savais que j'allais pas pouvoir changer mon manager. Et donc à partir de là, c'est cause perdue. Donc j'ai préféré envoyer des signaux en disant sortez-moi de là. Moi je le ferai pas. Sortez-moi de là. C'est-à-dire quand tu dis j'ai envoyé des signaux moi j'avais trop d'éthique pour dire je m'en vais. Puis ça me faisait peur aussi de me dire je m'en vais. Pourtant j'avais d'autres projets en tête, mais ça faisait peur de franchir le pas. Et donc du coup j'en ai parlé comme je disais à mes collègues, à d'autres gens, et je pense que les gens en ont parlé à mon manager et du coup on a eu cette discussion avec mon manager et du coup il a dit voilà ça se voit t'es pas heureuse, on n'y arrive pas, qu'est-ce que t'en penses? Et du coup j'en ai profité pour tout lâcher et j'ai dit je pense que c'est mieux qu'on arrête. Franchement ça va hein. Et j'ai même pas du tout pensé à ce moment-là à changer de poste. J'étais tellement dans un mal-être que je voulais qu'on me laisse tranquille en fait. D'ailleurs, si on pouvait revenir un peu sur quand tu disais ça a eu un impact émotionnel et physique, est-ce que tu te rappelles un peu des symptômes peut-être? Une grosse fatigue, une impossibilité de penser à autre chose. J'étais focus sur le travail et en fait je trouvais que j'étais plus du tout efficace. Pourtant je bossais énormément. Alors que normalement je suis quelqu'un de très opérationnel, droit au but. Si j'ai une heure je vais l'optimiser. Là je me perdais. Et puis de l'énervement vis-à-vis de ma famille, me sentir incomprise, fatiguée, et puis débordée, complètement sous l'eau. Alors que 2 ans plus tôt, à l'étranger, j'en faisais beaucoup plus. Donc j'avais du mal, c'est ça ces signaux je pense, et puis pas de problème physique particulier, mais vraiment une grosse fatigue. Et je pense que j'étais pas épanouie physique, ça se voyait que je respirais pas Ouais. Non mais t'as raison de préciser qu'avant, avec beaucoup plus de travail, ça se passait mieux. Ouais. Parce que même si on parle d'épuisement lié au travail, en fait le burn-out aujourd'hui il est défini, alors c'est pas du tout une maladie, c'est défini comme un symptôme. C'est un épuisement professionnel, un épuisement qui est lié au travail. Alors du coup les gens pensent que plus j'ai du taf, plus je risque un burn-out, alors que pas du tout. Et donc toi tu viens de le dire, tu avais beaucoup plus de travail avant, mais ça se passait quand même très très bien. Tu arrives en France, tu as beaucoup donc moins de boulot, puis t'es moins opérationnel, donc j'étais plus là. T'es plutôt souvent assise sur une chaise et compagnie, ça se passait quand même pas super mais bien. c'est l'absence de maîtrise de mon emploi du temps et l'autonomie. J'avais parfois 3 réunions à la même heure. C'est ça que tu me disais, c'est vrai.
Elle est intéressante cette anecdote, vas-y. Raconte, je te jure, ça vaut le détour. C'était fou. Enfin, pour moi, j'avais l'impression que j'avais envie de rire avec mon chef quand il m'a sorti ça, mais en fait non, il rigolait pas. Il y en avait 3 à la même heure, il me demande de choisir, donc j'en choisis une, et il me retrouve à une des réunions et il me demande pourquoi je suis pas à l'autre, et je lui dis j'ai choisi, et il m'a dit tu te débrouilles, mais je veux le compte rendu des 2 autres. Et en fait, je suis ce genre de... Si vous avez la solution pour se doubler, se tripler ou je sais pas, se téléporter, faire de la projection astrale, je sais pas. Si vous avez une solution. Ce genre de paroles, non, en fait, je pense quand on est déjà en détresse, et ben ça... En plus, attends, je veux dire, quand un individu raisonné te sort une phrase comme ça, tu te dis, s'il le dit, c'est qu'il y a moyen. Parce que sinon, j'y ai pensé, comment je pouvais faire. Ouais, donc je me suis dit, 15 minutes, puis de quoi on a l'air vis-à-vis des autres. Et puis comment tu fais le compte rendu d'une réunion si t'assistes à un quart? Non, j'ai trouvé... Et voilà, et c'est là où une personne qui est pas en burn-out va réfléchir, répondre de manière saine, voilà. Moi, j'étais déjà dedans, je pense, et donc du coup, ça m'a un peu plus minée, en me disant, mais il a raison, je suis trop bête. Comment je fais pour pas être 3 je suis débile. Et je suis pas à la hauteur. Et j'étais déjà dans cet engrenage. Alors que là, maintenant, on me poserait la question. Non, franchement, quand tu m'avais raconté celle-là, j'ai dit... C'est costaud. Et à mon avis, le mec en question, il doit pas être bien non plus dans sa peau. Parce que pour sortir des âneries comme ça, je comprends pas. Franchement, si vous avez une solution, les filles, moi, je suis preneuse. Comment est-ce qu'on peut faire pour assister à 3 réunions en même temps? Ou comment on peut répondre à cette personne de manière saine Mais ceci dit, c'est quand même sympa à tes collègues d'avoir, véhiculé un peu l'info pour qu'elle arrive jusqu'au chef. Et puis même au chef d'avoir finalement peut-être pris conscience, j'en sais rien, parce que d'autres, ils prendraient même pas le temps de réfléchir et ils attendent que tu démissionnes. On va dire, le bon côté. Le bon côté, c'est que ça s'est passé rapidement. Le mauvais côté, c'est que j'aurais sûrement pu m'épanouir dans d'autres départements et qu'on ne s'est pas donné la peine de réfléchir sur mon cas, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. C'est juste, ça se passe mal, on arrête. L'un dans l'autre, c'était avant les vacances d'été. Moi, j'avais déjà des projets en tête. Ça m'a donné un bon coup de pied aux fesses. J'ai pris 2 mois de vacances, comme j'avais pris. J'ai profité de mes enfants, j'ai allaité avec plaisir. et donc, ça m'a reboosté. J'ai décidé de couper complètement les ponts avec mon ancienne société parce que j'avais besoin d'oublier. Et maintenant, je suis hyper apaisée vis-à-vis de ça. Je pourrais les revoir dans la rue, ça me ferait plaisir. Comment j'ai soigné la chose, parce que c'est pas une maladie, mais c'était pour moi de faire un bon break et de me reconstruire avec un nouveau projet et pour progressivement reprendre confiance en moi. Parce que quand même, je suis sortie de cette expérience bien abattue en termes de confiance. Donc, il fallait un projet, un challenge. Je me sentais pas de repartir en société suite à cette expérience. Et donc du coup ça se construit là, ça fait 2 ans. J'estime que maintenant j'ai un peu confiance en moi, mais c'est vraiment un vrai travail. Il faut vraiment réagir vite quand on sent les symptômes, je trouve, parce que moi-même c'était court et du coup je suis remontée vite. Mais je pense que ça peut vraiment affaiblir une personne, quoi. Donc lorsque tu réagis tout de suite, eh bien c'est bien. Après, il y en a qui sont tellement... tu vois, toi, t'as parlé de ton entourage qui a tiré un peu la sonnette d'alarme. Ça arrive beaucoup, hein. Moi, j'en ai eu pas mal autour du micro qui disent c'est telle personne qui m'a dit là, stop, faut que tu arrêtes. Il y en a malheureusement qui n'ont pas cette opportunité, je sais pas comment on pourrait l'appeler, parce que chance, ça veut rien dire, mais qui n'ont pas ça, en tout cas. N'ont pas cet épisode de leur vie où un membre de la famille dit attention. Et donc, ils sont dans leur... routine à donner à fond et espérer que ça va mieux dans quelques semaines. Je me prends 2 semaines de repos et après ça va aller. Je donne encore 15 000 efforts et puis après ça va aller. Donc, et ça peut durer vraiment des années avant qu'ils ne chutent, avant qu'ils ne tombent. Donc c'est pour ça que je dis souvent c'est des personnes résistantes. Si tu tiens un burn-in pendant 4 piges, c'est que tu en as de la ressource en fait. Mais de toute façon ça arrive aux gens qui sont surmotivés, qui sont surinvestis parce qu'ils ont une grosse éthique professionnelle et donc je pense que il faut pas se penser plus mauvaise qu'une autre. Ça arrive justement parce qu'on est hyper investi et donc il y aura d'autres opportunités professionnelles où on pourra prouver ce qu'on vaut. C'est aussi une question de relation avec ton manager qui peut être la bonne et parfois c'est un loupé et c'est tout. Moi quand j'ai eu l'offre, j'avais 2 offres, j'avais 2 managers et en fait j'ai pas choisi.
Et en fait, le destin aurait été tout complètement différent. Mais c'est tout. Maintenant, quand je vois ce que je fais, je suis hyper contente que ça s'est arrivé comme ça. Tu m'étonnes. Parce que déjà, tu as pris du temps pour allaiter. Il faut rappeler que quand tu allaites, tu produis de l'ocytocine, qui est quand même une hormone de bien-être, de plaisir. Donc rien que ça peut vraiment aider quelqu'un qui est épuisé émotionnellement. Et puis quelque part, ça veut dire que t'es revenu un peu dans... Tu parlais de repères. Donc t'es revenu un peu vers ce qui te motivait le plus, ce que tu avais envie de faire à ce moment-là. Et donc t'as enchaîné tout de suite, toi, sur le projet. Mais ça, pour moi, c'était mon moyen de rebondir. Il y aura peut-être des personnes qui ont besoin de temps, Moi, c'était mon remède, repartir sur de l'opérationnel en fait et de l'autonomie, tout ce qui me manquait dans ce poste. J'avais déjà le projet en tête et en fait c'est ma famille, je suis bien entourée parce que mon mari il fait partie d'une famille que d'entrepreneurs. On s'était mariés avec Étienne dans la séparation des biens en se disant un jour je créerai ma boîte et tout, donc je savais que je voulais le faire. Et là en plus j'avais l'idée, donc je me suis mise tout de suite, donc on est parti au Portugal en vacances juste après la séparation avec ma boîte. Et en fait j'ai appelé des consultants textiles pour parler de mon projet depuis le Portugal. Et en fait ça m'a permis de me rassurer moi-même en me disant ok tu vas rebondir en fait, c'est super, t'as déjà un autre projet. Ça me permettait aussi de prendre le temps avec la famille. Donc je faisais ça pas à temps plein, je m'occupais de ma famille et je faisais cette mission de développement de mon projet à mi-temps. Et c'est là où j'ai décidé de me lancer sur mon activité, donc d'être entrepreneur, de lancer mon projet de chaussons Made in France, qui s'appelle Les Pas Petits. Et c'est pas que pour les petits. C'est pas que pour les petits. C'est chou, hein. Je kiffe. Ouais. Et c'est un projet perso et pro parce que qui me ressemble parce que je suis à fond, je suis autonome, je fais tout toute seule. C'est vraiment de l'opérationnel pur et dur. Mais je fais donc, comme je veux. Tu dis de l'opérationnel, comme ça les gens ils comprennent, c'est-à-dire que le tissu, il vient quelque part en France, tu vas aller le voir pour le choisir. Ensuite, ce tissu-là, je vais le faire couper. Tu le fais couper en France. Je vais aller le chercher. Je vais faire des kits pour les couturiers. Les couturiers qui sont basés dans le nord de la France, dans 2 ateliers, dont un atelier de réinsertion de femmes en difficulté sur Béthune. Je vais aller chercher mes chaussons terminés. On va les mettre dans des pochons qui sont fabriqués à Lille par une couturière indépendante et on va vous les envoyer par moi-même et Louise actuellement qui est en stage en France. Donc c'est ce que je voulais, de l'éco-responsable, du Made in France, quelque chose de propre. Et puis les chaussons, ils sont top parce qu'ils vont dans l'eau, on peut les laver en machine, ils sont antidérapants. Et c'est vraiment une seconde peau. Donc c'est le principe de la sensation pieds nus. Et cette idée, elle vient tout simplement d'un besoin pour ma fille. Je trouvais pas du tout ce que je voulais en France, donc je me suis dit on va le faire. Et challenge accepté. Au début on l'a fait pour des potes, les potes ont aimé, puis après les potes de potes, et du coup après je me suis dit ok j'en ai marre de faire pour les potes de potes, je me lance. Et j'ai créé ma marque, donc c'est marrant parce que j'aidais à vendre les marques des autres dans mes métiers d'avant. Là c'est ma marque à moi. Et puis ça me permet de me reconstruire aussi, donc en fait j'ai pas montré mon visage pendant 1 an sur Les Pas Petits et vous voyez là c'est la 2e année, on commence à me voir, donc c'est aussi le cheminement de la confiance en soi qui je suis en train de me reconstruire. Et moi mon moyen de reconstruction c'était par une expérience pro pour me prouver que en fait j'avais tout pour réussir, c'était juste un problème d'alignement et on peut pas l'expliquer, c'est arrivé. Et ça m'a reboosté et au final je suis hyper contente de cette reconstruction. Pas contente de ce qui m'est arrivé, mais contente de la reconstruction qui est derrière. Et donc je pense que c'est vraiment, faut se redonner confiance en soi. Faut se laisser un peu de temps. Et moi maintenant je suis ravie, je suis contente d'en parler. C'est la première fois que j'en parle. Alors je fais attention, je suis vigilante aux symptômes parce qu'on a beau avoir sa boîte, ça peut quand même arriver. Donc un peu de vigilance et puis je sais maintenant poser un peu plus les limites et je pense que je saurais reconnaître ce qui m'est arrivé et ça c'est bien parce que j'ai plus trop de personnes autour de moi pour me le dire parce que j'ai pas de collègues mais c'est bien de connaître un peu les symptômes et les indicateurs. Mais c'est vraiment concret, lorsque tu vis tes valeurs, lorsque tu es aligné avec ce qui est important pour toi, en plus tu as parlé, c'est-à-dire ta boîte elle est non seulement
propre, éthique, dans le sens fait en France avec des matériaux de qualité, écologique et tout ça, mais en plus t'aides à un centre de réinsertion pour femmes, donc il y a quand même de l'humanitaire quelque part et il y a quand même de l'altruisme, tu vois, c'est étudié et c'est pour répondre à tes valeurs. Au quotidien, tu réponds à tes valeurs, ça ne peut que te nourrir. Ouais. C'est la base, ça ne peut que te nourrir. Si au quotidien tu es en conflit de valeurs, ça ne peut que te détruire en fait, c'est tout. Mais par contre, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas leurs valeurs. C'est pour ça que l'introspection, la connaissance de soi, c'est super important. Et quand tu dis... Puis on change aussi. Moi, mes valeurs, il y a 10 ans, c'était pas les mêmes. Ah oui, oui. Et avec l'arrivée de ma deuxième fille, j'ai replacé mes valeurs hautes, qui étaient plutôt la maternité. Même si je suis une personne très active, qui a envie de bosser à fond, j'ai des priorités quand même à certains moments de ma vie. Et en fait, j'avais pas ça du tout avant. Et donc, du coup, peut-être que mon manager me pensait comme il y a 10 ans, et ça aurait collé. Et que, voilà, c'est pour ça que je parle d'alignement, c'est que j'en veux à personne dans cette histoire. C'est que, en fait, ça n'a pas fonctionné. C'est juste que toi, t'avais évolué, et en face, non. Voilà. Je dirais même qu'en face, c'était parti dans l'autre sens. Ça avait évolué dans l'autre sens. Pas dans le tien. Ce que je te disais tout à l'heure, avant la naissance du grand, moi j'étais partie pour passer des concours, je voulais devenir cadre, je voulais vraiment évoluer dans là où je bossais. Puis après il y a eu l'enfant et c'est tout, on change. Tes priorités, exact, tes priorités changent, tes valeurs évoluent, on évolue. Tu peux pas rester la même à 15 piges, à 25, à 45, c'est pas possible. Donc il faut se connaître et suivre un peu ses priorités, ses valeurs. Et après effectivement, lorsque tu te connais, tu connais tes limites. Tu les vois arriver. Moi, par exemple, aujourd'hui, je sais qu'à chaque fois que j'ai un aft, ça veut dire que Sarah lave le pied. Là, j'en ai un ici. Et tu dois faire une pause, quoi. Naze. Ça veut dire que je dois lever le pied. Il y a 10 ans, je pensais que c'était la banane. J'arrêtais pas de demander à mon médecin traitant pourquoi j'ai des aftes. Mais j'avais de ces abcès de ouf. Il me disait que c'était l'alimentation. Très peu me parlait de stress ou de fatigue. Et c'est maintenant, je sais que l'aft chez moi, c'est un signe de lève le pied. C'est beaucoup. Et ça, je trouve que c'est dommage que les médecins ne soient pas plus vigilants. Tant que c'est de la psychologie, ça dépend des médecins, mais en général, ils s'en fichent un peu. Et donc, du coup, c'est pas alertant. Moi, j'avais mes 2 pieds, j'avais mes 2 bras, je pouvais aller au boulot. Les gens me disaient en plus, tu vois, t'as du lait, c'est que t'es pas stressée. Enfin, des trucs un peu bizarres, quoi. Et donc, non, c'était pas possible, franchement. Mais c'est tout. Maintenant, je suis ravie. Et si j'avais peut-être un conseil à donner, c'est de rester vigilant de sa propre personne. De s'écouter pas trop, mais s'écouter un peu. Écouter son corps. Cette fatigue qui peut être extrême, qui est pas du tout justifiée entre guillemets, parce qu'on se dit en fait il y a 2 jours j'étais capable de faire la même chose et là pas, ou il y a 2 ans comme moi par exemple, peut-être être vigilante de ça et en parler avec des collègues. Moi c'est mes collègues qui m'ont sauvée finalement. On parlait tout court, parce que du coup si on pense aux nanas qui ne travaillent pas, qui sont déjà entrepreneurs ou qui sont juste qui ne travaillent pas, donc elles sont à la maison, maman à temps plein, en parler tout court. Ouais. Trouver quelqu'un, quelque chose, un forum, ce que tu veux, mais il faut en parler, ça c'est sûr. Parce qu'on n'a pas tous le luxe de se dire je lâche tout, je ferai ma boîte, on a besoin de vivre, on a besoin de salaire et tout, donc c'est vrai que c'est pas peut-être aussi simple pour tout le monde, où moi je me suis dit tant pis, je le fais et j'arrête, et on a vécu sur un salaire pendant 1 an. Je comprends que ce soit pas facile, donc faut peut-être en parler à son manager, essayer comme tu dis de trouver un autre département qui conviendrait mieux, mais en tout cas il faut pas rester dans cette situation là parce qu'on perd confiance, on se met dans un trou et c'est pas sain quoi. Donc aujourd'hui pour toi ça va, ça roule? Ouais, ça va super franchement. Je suis sereine, j'ai plein de responsabilités, plein de boulot. Voilà, encore plus qu'avant, mais en fait je le vis bien. Et donc c'est vraiment pour montrer que c'est pas un problème de résistance à la tâche de travail qui fait le burn-out, c'est le sens, les valeurs, la valeur haute. Moi j'y suis, je suis à fond. Maintenant par contre si demain je dois redevenir salarié, ça va être autre chose. Parce que comme tu dis, ma valeur haute c'est indépendance, autonomie, maintenant je le sais. Ça va être compliqué. C'est pas ce que je veux, les papetis, ça marche bien, c'est le démarrage. Mais c'est cool.
Du coup, là, tu viens de finir ta campagne de financement et c'était des chaussons et c'était surtout des maillots. Ouais. C'est un nouveau produit, c'est-à-dire qu'on peut trouver sur ton site. Ouais. C'est des maillots pour enfants, garçons, filles et pour femmes. Ouais. Par exemple, la maman a des bretelles croisées derrière, c'est-à-dire qu'on peut s'occuper de ses enfants sans que le maillot tombe. C'est hyper pratique tout en étant très beau. Et la petite fille, c'est pareil, bretelles croisées, parce que moi j'ai 2 filles et vous allez peut-être vous y reconnaître, mais les bretelles elles tombent constamment et je voulais pas ça. Et ça tombe pas et c'est super, c'est couvrant. Le cou il est hyper couvert, justement. Ils sont anti-UV. Et le petit garçon c'est trop chaud aussi, allez voir, c'est entièrement doublé, sans couture. De toute manière, je mets le site en descriptif comme d'habitude, je mettrai aussi le compte Instagram, comme ça s'ils veulent en savoir plus, ils savent où te trouver. Ok, super. Merci beaucoup. Merci Sarah, c'était chouette. Merci pour ce partage. Ça a été très bien. C'est ouf. Donc si je devais résumer l'épisode, je dirais connaissance de soi, introspection, identifier ses valeurs, ses besoins, ses qualités, ses points forts. Tout ça est indispensable pour éviter un burn-out, mais aussi pour se reconstruire après un burn-out. Et c'est des choses que tu vas d'ailleurs trouver dans Pimp ta résilience. Vu que c'est à base de psychologie positive, nous allons identifier toutes tes forces pour que tu puisses t'appuyer dessus pour surmonter cette épreuve. D'ailleurs, ce programme, il est adapté à quelqu'un qui est déjà suivi par une psychologue, par un psychiatre, voire qui est sous antidépresseur, ou qui est déjà suivi par une médecine douce type naturo, ayurveda, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment le petit plus qui va venir t'aider à identifier tes besoins, tes priorités, tes valeurs et surtout te fixer des objectifs. Alors quand je dis des objectifs, c'est pas des trucs de ouf, ça peut tout simplement être j'ai vraiment du mal à me lever le matin de bon pied pour m'occuper de mes enfants. J'ai vraiment du mal à me retrouver dans une soirée avec des amis et rigoler, tellement que je suis dans un mal-être, dans une tristesse, je me sens incomprise et voilà, je me replie sur moi-même et puis c'est tout. Donc la résilience, elle s'entretient, il y a déjà tout un épisode là-dessus, elle se nourrit notamment via le bien-être et nous allons travailler pour tout ça pour que tu développes justement cette résilience qui va te permettre de faire face à ta vie actuelle pour pouvoir surmonter toutes ces cogitations, tout ce mal-être et reprendre ta vie et continuer à vivre et continuer à avoir des projets et continuer à avoir confiance en l'autre, confiance en l'avenir. Bien évidemment, on va développer aussi ta confiance en toi, mais surtout pouvoir te projeter dans un avenir où effectivement tu vas être bien et tu auras une activité cool et épanouissante. Donc si tu veux plus d'infos sur Pimp ta résilience, le lien est dans les notes du podcast. De toute manière, comme d'habitude, tu trouves tous les liens dans les notes du podcast, notamment le site de Sarah d'ailleurs, son compte Instagram aussi. Et puis, si tu veux soutenir le podcast des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles. Ça me permet d'être bien référencé et donc ça fait vivre le podcast. Tu peux aussi le partager à quelqu'un qui en a besoin. Et sinon, on se capte sur Instagram. Et d'ici la semaine prochaine, booste ton feeling good.